Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des émergents. Et qu'est-ce que la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine délivrée hier soir de 50 points de base change pour la sphère émergente? On en parle avec l'économiste spécialiste des émergents chez AXA IM qui est avec nous par téléphone, Irina Topasseri. Bonsoir Irina. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez du point de vue de vos émergents, comme vous dites Irina, de voir la Fed démarrer avec ambition ce cycle de baisse de taux. Qu'est-ce que ça change pour cette sphère émergente ? Certes, effectivement, la Fed démarre un peu avec ambition, même au-delà de nos attentes de départ. Mais reste à savoir si ces dot plots venaient à se concrétiser. On en est loin de tout ça. Et d'ailleurs, les dot plots en général ne sont pas tout à fait un bon guide sur la politique monétaire à suivre. Donc, on va prendre notre temps pour pondérer. Le fait est que les marchés anticipaient très bien ce mouvement. Donc, la question, je pense, tu me poses la question par rapport aux conditions financières pour les pays émergents, il faut savoir combien les marchés ont déjà intégré. Maintenant, de point de vue, on va dire macro, restons un peu dans la sphère macro, généralement, un assouplissement de la Réserve fédérale peut être d'ailleurs inquiétant, au contrario d'un resserrement. C'est assez étonnant ce que je vais dire là, parce que l'assouplissement peut venir du fait d'une inquiétude sur la croissance. Et à ce moment-là, effectivement, en tant que pays émergents qui sont effectivement au centre du commerce mondial et du pouls de la croissance mondiale, ça peut être un point d'alerte. Ce n'est pas aujourd'hui, comme tu le dis, c'est que la Réserve fédérale baisse les taux vite, mais en même temps, elle n'est pas tellement inquiète. Enfin, on ne voit pas des prévisions de croissance chuter drastiquement. Il n'y a pas, en tout cas, un atterrissage dur à prévoir aujourd'hui aux États-Unis. En tout cas, on n'a aucun signal aujourd'hui qui nous guiderait là-dessus. Donc, c'est presque trop beau pour être vrai. Donc, en gros, voilà, on avait des taux réels trop élevés. Donc, la Réserve fédérale enlève donc décharge un peu de cette pression sur l'économie, puisque l'inflation atterrit gentiment sur sa cible. Donc, c'est plutôt presque le meilleur des deux mondes. Et s'il y a un endroit peut-être où je pense que ça peut effectivement avoir un impact bienvenue, somme toute, c'est pas sur les grands pays émergents, mais plutôt sur les pays frontiers. Parce que ceux-là, donc c'est tout ce qu'on appelle pays vulnérables, on va dire quelque chose comme ça, ce sont des pays qui, de par leur structure un peu de manque de marchés locaux, effectifs, réels et profonds, ils sont souvent obligés de se financer sur les marchés externes. Et effectivement, ces derniers temps, ils ont profondément souffert de la remontée du coût de l'emprunt en dollars. Vous avez vu les eurobonds, les fameux titres donc de dette en devise dure, dollars ou euros, mais en général c'est dollars. Moi, j'avais regardé en 2020-2023, les émissions des eurobonds étaient en baisse de 70% par rapport aux 2 années qui précèdent cette période, donc par rapport au pré-Covid. Donc la dette émergente est mise en euros, c'est ça Irina En dollars, en fait. On appelle ça des eurobonds, mais en fait, c'est en dollars. C'est en devise dure, en fait. C'est une terminologie comme ça. Oui. Et ces pays-là n'ont pas pu emprunter, en fait. Tout simplement, c'était trop cher. Et même que leur différentiel de taux est allé dans leur faveur, donc ils ont monté les taux encore plus, et leurs taux sont allés encore plus loin que ceux des États-Unis, ils pouvaient pas émettre. Donc soit c'est trop cher pour eux d'ailleurs, parce que les États peuvent pas émettre non plus à n'importe quel prix, il faut qu'ils remboursent quand même, il faut qu'ils prennent en compte ça. Et donc ils ont essayé de se débrouiller comme ils ont pu. Certains ils ont plus pu investir localement, donc là la croissance s'est effondrée. C'est une manière, quand tu n'as plus d'argent, tu fais plus rien. Donc ça c'était très dommageable. Il y en a certains qui ont pu utiliser des réserves de change, mais ça il faut en avoir, et pas tout le monde a. Plus on est vulnérable, moins on en a. Et puis de toute façon, plus on utilise nos réserves d'échange, plus cela nous met en vulnérabilité pour une prochaine fois. Voilà. Et puis certains ont utilisé quelques investisseurs locaux pour placer de la dette locale. Mais donc cela pourrait trouver à la limite une bouffée d'air, et elle est bienvenue, j'ai envie de dire, après plusieurs années très très difficiles depuis 2020. Pour des pays clés comme la Chine, qu'est-ce que ça change, Irina ? Sachant qu'on a vu quand même, c'était là aussi un des marqueurs de l'été, on a vu cette appréciation de la devise chinoise se matérialiser contre le dollar notamment.
Oui, effectivement, mais je ne suis pas sûre que... Bon, la Chine, déjà, on va dire, elle a commencé à baisser les taux avant la Réserve fédérale, si on parle des micro-mouvements qu'elle a fait au mois de juillet. Et elle est attendue de faire bien plus, la PIB aussi, parce qu'effectivement, la Chine est dans un ralentissement inquiétant. Donc, effectivement, est-ce que la baisse de la Fed pourrait leur donner un peu plus d'engouement? Certes. En fait, je pense que c'est ça la réponse à ta question. Pour tout le monde, c'est plus facile en fait, puisque voilà, on a un peu moins ces difficultés. Mais je tiens à dire quand même que c'est assez frappant quand on regarde la politique monétaire des banques centrales des pays émergents est éminemment drivée par les facteurs domestiques. Et en fait, c'est juste la calibration qui est généralement en fonction de la Réserve fédérale. Et j'ai envie de dire que c'est asymétrique à la remontée des taux qu'à la baisse des taux. En fait, on est plus tendu quand la Fed monte les taux, parce que là, on a un gros problème de flux de capitaux, de sortie de flux de capitaux potentiels, alors qu'à la baisse, on devrait être moins tendu. D'ailleurs, on voit, c'est intéressant, parce que c'est ce que je disais en introduction. Hier, on a quand même des décisions de banques centrales émergentes qui ont été rendues en même temps que celles que la Fed. Et je vois que le Brésil monte les taux de 25 points de base pour la première fois depuis une paire d'années maintenant, je crois, Irina. Oui, justement, un bon point. Voilà, le Brésil est vraiment l'exemple éminent de politique monétaire menée en toute indépendance. D'abord, elle démarre la remontée des taux avant tout le monde. Enfin, une des premières banques centrales du monde, en tout cas dans les grandes, c'est une des grandes, a remonté les taux. Elle monte de 1175 points de base. Elle arrive vers les 13 et quelques, je ne me rappelle plus exactement le point. Et puis après, elle baisse de 325 points de base. Là aussi, elle démarre bien avant la Fed. Donc là encore, vous voyez, le cycle est complètement décalé. Donc elle peut faire ce qu'elle a envie de faire selon les curseurs domestiques. Et donc là, 3 heures après la Réserve fédérale, c'est quand même... Moi, j'étais très tendue, parce que elle fait quand même ce que le marché attendait. Donc elle remonte les taux d'intérêt de 25 points de base parce que voilà, le cadrage de politique monétaire du Brésil aujourd'hui appelle à en faire plus, alors que le Brésil a des taux réels extrêmement élevés. Mais voilà, l'inflation a baissé pas mal, mais elle frôle un peu les 4%, qui sont un peu là, autour de 4%, la limite, on va dire, haute de la bande de confort de la Banque centrale. Et surtout, ce qu'on voit depuis quelques temps, là, depuis quelques mois même, c'est que les anticipations d'inflation sont terriblement désancrées et structurellement. En fait, il n'y a rien. Même à horizon 2027, les anticipations d'inflation ne tablent pas sur un retour vers la cible. Et ça, c'est une raison. C'est pas la dernière hausse de taux du Brésil qu'on voit aujourd'hui, Irina. C'est pas la première. Alors, on appelle ça un mini-cycle d'ajustement. D'accord. On verra combien, 100, 150 points de base, quelque chose dans le genre. En fait, pourquoi ça arrive, tout ça? Et la clé de la réponse, et je pense que pour beaucoup de pays émergents, c'est là où ça va s'articuler, c'est où se trouve votre output gap, donc l'écart de production. Est-ce que vous êtes... Tous les pays à output gap positif commencent à être tendus parce qu'en fait, ils ont quand même une pression sur l'inflation venant de la demande domestique, et le Brésil en est un. Et pourquoi il en est un? Alors c'est bien d'avoir une belle croissance. D'ailleurs, le Brésil va nous faire une très très belle croissance. On a révisé maintes fois la croissance brésilienne vers la hausse, donc ça marche très bien. C'est parce que son gouvernement n'arrête pas de faire de l'expansion fiscale. Et ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien surtout pour le Brésil, qui est un pays qui a une dette assez colossale et qui est attendu à commencer à faire des vraies réformes structurelles. Les comptes publics dérivent. Le déficit, juste sur 12 mois, il est à 10%, faisons simple. Donc, il faut quand même dégager des surplus primaires. Déjà, ils sont engagés à faire du 0%. Ils n'y arriveront pas, à mon avis. Mais de toute façon, on voit que les gens ne les croient pas. En fait, les anticipations d'inflation sont un reflet de ça. C'est qu'on ne croit pas. Il n'y a pas de confiance dans la politique fiscale. Et du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire, la Banque centrale? Elle doit en faire plus. Bien sûr. Attention aux stratégies de fuite en avant. C'est valable pour le Brésil, mais c'est valable partout aujourd'hui, je crois. Et d'ailleurs, bon point. Non, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui me fait penser. Parce que, comme je disais, si je me reprends ce que j'ai dit, le Brésil monte avant tout le monde. Puis après, nous, on monte. Le Brésil baisse avant tout le monde. Maintenant, tout le monde baisse. Le Brésil monte. Je me demande si on n'est pas dans on va pas revoir ça d'ici un an chez nous, parce que vous voyez, ils ont quand même un an d'avance. On verra. Est-ce que d'ici un an, nos finances publiques vont nous laisser sereins?
à ce que la politique monétaire se sente à l'aise dans un cycle d'assouplissement. Il se trouve qu'on sera tendu. Un résultat d'élection plutôt qu'un autre peut aussi favoriser peut-être le retour de certaines pressions inflationnistes. Suivons le Brésil, alors effectivement, pour essayer d'avoir un coup d'avance peut-être sur ce qui peut attendre d'autres banques centrales demain. Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart, émission que vous retrouvez bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.